Il y a un an, j'ai créé une entreprise avec un projet complètement fou. Rassembler des dizaines d'entrepreneurs dans des maisons pour qu'ils vivent et travaillent ensemble. En quelques mois seulement, on faisait plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. On avait des centaines de candidatures et une vraie communauté qui faisait marcher le projet. Mais voilà, ce projet que beaucoup connaissent sous le nom d'entrepreneur du château, je l'ai complètement arrêté. Aujourd'hui, je vais te montrer les coulisses de cette aventure comme personne les a jamais vues. Comment j'ai monté tout ça à seulement 21 ans avec mon associé qui était encore plus jeune que moi. Pourquoi ça a cartonné, quelles erreurs ont failli tout détruire et surtout les vraies raisons qui m'ont poussé à fermer ce business qui pourtant fonctionnait. Ok, là on est en septembre 2025 et pour vous remettre un petit peu de contexte, tout a commencé en 2023 quand j'organisais des semaines de séminaires pour aider des entrepreneurs à développer leur business. C'était des semaines en physique, donc voilà, c'était comme les accompagnements qu'il peut y avoir un petit peu en ligne mais en présentiel. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine au château. On va être 13 entrepreneurs cette semaine. Il y a tous les profils, des e-commerçants, des graphistes, des ingénieurs, des traders, des vidéastes. Ça marchait très bien, je vendais les semaines à plusieurs milliers d'euros et au début je vivais dans une maison dans laquelle j'organisais des séminaires. Ensuite j'ai pris une autre maison, etc. que je louais à la semaine et moi j'avais besoin d'avoir un endroit pour vivre. Du coup, le 1er mai 2024, j'ai loué une maison sur du long terme à Nîmes où il y avait 8 chambres. Donc, parce que vu que j'avais plein de réseaux, plein d'entrepreneurs qui étaient venus sur mes séminaires, que je connaissais, etc., je leur ai proposé d'avoir une chambre et directement 8 autres personnes qui ont accepté de louer une chambre sur du long terme, du coup, pour vivre ensemble. Bon, alors ça, c'est moi le 1er mai 2024, du coup, où je récupère les clés de la maison. Je suis super heureux. C'est une très, très grande maison, très belle maison. Je me sens super bien à l'intérieur. Là, je sens que je vais pouvoir me poser ici, ça me fait trop du bien. Ah, t'as ressenti un truc quand t'es arrivé? Honnêtement, j'ai eu de la chance, j'ai des propriétaires qui m'ont fait confiance parce que c'est pas si facile. J'avais presque dû sortir quand même 20 000 € je crois pour rassurer en fait tout simplement les propriétaires comme quoi j'allais pouvoir payer le loyer de plusieurs milliers d'euros par mois, etc. Mais avec mon autre activité à côté, c'était pas du tout un problème. Bon, cette maison, on commence à vivre ensemble. J'en ai un très très bon souvenir. Le début de cette coloc est vraiment légendaire. Je kiffe, c'est trop bien. Il y a une bête d'énergie, ça se passe trop bien. Et à côté, moi, je commence à en avoir marre d'organiser mes séminaires. Je fais de l'événementiel en fait. J'organise des événements. Ça dure une semaine, les gens viennent, à chaque fois ils sont super contents, il y a des gros déclics, des personnes qui font vraiment décoller leur business avec ça, donc c'est super. Genre vraiment c'est trop bien. T'as vraiment créé, tu vois, comme on disait la dernière fois, une nouvelle école quoi. Avec des valeurs de ouf. Tout le monde a apporté quelque chose d'incroyable, tu vois. Parce que même entre nous, on a grave discuté et on s'est tous apporté un petit truc, tu vois. En plus de toi et de tous les intervenants, incroyable. Génial. Donc franchement, merci beaucoup. Mais c'est de l'événementiel, il faut toujours remplir. Pour que je gagne de l'argent, en fait, il faut à chaque fois que je réorganise, etc. Et les semaines sont assez énergivores. Et donc, je me rends compte que la maison, ça fonctionne bien. La maison à Nîmes, où les personnes vivent sur le long terme, moi, je paye un loyer tous les mois au propriétaire de la maison et je sous-loue chambre par chambre à chaque entrepreneur qui vit à l'intérieur. Et ça me permet déjà de générer de l'argent. Donc, je me dis qu'il y a un truc à faire avec ça. Avant même de lancer ça comme un business à part entière, je décide de créer un compte Instagram. Et vu que j'ai toujours réussi mon premier business, je l'ai fait marcher avec la création de contenu. Là, j'essaye de refaire la même chose. Et c'est un des apprentissages. Dans cette vidéo, je vais te partager des apprentissages. Et là, je t'en donne un déjà, qui est de créer une communauté. Créer une communauté, c'est game changer. Et là, pendant 3 mois, je m'y mets à fond. Je poste un réel par jour, etc. Et je monte le compte à 10 000 abonnés. Il y a des personnes qui suivent nos aventures, des entrepreneurs qui vivent dans une coloc, etc. C'est marrant, ça marche bien sur Insta. Je fais des reels qui font plusieurs millions de vues. Du coup, je vois qu'il y a de l'engouement. En plus, c'est bien, c'est pas relié qu'à mon image. Moi, mon compte Insta, c'est Lofat sur les réseaux parce que je me dis, cette boîte, je sais pas comment ça va fonctionner. Peut-être plus tard aussi, je la vendrai, etc. Donc, c'est bien que ce soit un compte séparé. Je suis très content qu'il y ait ce compte donc, que j'appelle Entrepreneur du Château. Et au mois de juillet, j'ai encore un séminaire de prévu à la fin du mois. Donc qui va durer une semaine, etc. Mais je décide que ça sera le dernier pour moi et qu'ensuite je vais me lancer dans cette aventure de faire des co-living, faire vivre des gens ensemble. Mais je sais même pas si ça va marcher parce que cette première maison elle fonctionne parce que moi je vis dedans et je suis avec les gens, mais après je me dis avoir des maisons à droite à gauche sans que j'y sois, je sais pas en fait comment ça va être. Du coup, je me dis ce projet est assez grand. J'ai pas forcément envie de faire cette aventure tout seul. Donc, le 16 juillet 2024, je propose à mon ami Enzo, qui à la base était coach sportif à l'époque, qu'on s'associe. Moi, l'idée de Jenny, j'ai eu hier. Voilà. Ah ouais, on peut parler de ça. Moi, j'aime bien faire du business. Tu vois, je trouve ça marrant et tout. Et le plus important, c'est quoi? C'est de se marrer, tu vois. Et je me suis dit, comment je peux plus me marrer? C'est le faire à plusieurs.
Et donc moi j'étais chaud qu'on crée une boîte tous les deux et que je te donne des parts de tout ce bordel. Surtout que je crois au projet, tu vois. Bon, Enzo fait un pari risqué qui est d'arrêter son activité actuelle pour développer à fond cette chaîne de co-living avec moi. On se répartit vite les tâches et Enzo, lui, en gros, il gère la vente, donc s'occuper des personnes une fois qu'ils ont candidaté pour les faire tout simplement rejoindre, ainsi que la partie gérer les prestataires et les co-livers qui vivent dans les maisons, même si pour l'instant, on n'en a pas vraiment encore, vu que c'est que dans la maison où on vit. En gros, il s'occupe du delivery de notre offre et moi, je m'occupe de la partie acquisition. Que ce soit la partie acquisition des maisons, donc chercher les maisons pour qu'on en ait des nouvelles, parce que là, maintenant, c'est le plan, et aussi chercher les clients. Moi, j'adore faire de la création de contenu. Il y a même d'autres choses que je sais faire. Après, j'ai fait de la pub, etc. Donc, au début, je m'occupe de faire en sorte qu'on ait plus de clients. Mais là, on est au début. Du coup, des fois, moi, je peux aider Enzo à faire certaines tâches. Lui, il peut m'aider à faire certaines de mes tâches en fonction de quel est le facteur limitant du business. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Là, en l'occurrence, à l'époque, c'était trouver une maison, vu qu'on n'avait qu'une maison et on avait d'autres clients qui étaient potentiellement chauds de nous rejoindre. Et ça a été vraiment bien pour la suite. Si je peux te donner un deuxième enseignement, c'est qu'en étant associé, qu'on ait chacun nos tâches bien réparties, mais ne pas avoir peur d'aider l'autre quand il y en a vraiment un qui a plus besoin que l'autre. Bref, là, on est en juillet-août 2024 et je décide d'immatriculer une nouvelle société, du coup, avec Enzo et moi à l'intérieur. Moi, j'ai mon autre boîte à côté. Et là, notre plus grand enjeu, sinon, c'est de trouver une seconde maison qu'on va pouvoir louer. Et on se rend compte que c'est pas facile, c'est dur d'avoir la confiance des propriétaires. Donc on finit par en trouver une fin août, il me semble. Et je dois prêter de l'argent, plus de 17 000 €, un truc comme ça, pour pouvoir payer des mois d'avance, payer une caution, etc. pour que le propriétaire accepte de nous la louer. Donc le 1er octobre, on ouvre cette maison et c'est assez simple de la remplir. En plus, c'est un ami à nous qui décide de la louer avec d'autres amis. Donc c'est des gens qu'on connaît en plus de plus ou moins loin, même si on a pas mal de demandes. Donc c'est cool, on la remplit directement. Bon là, déjà, je me rends compte que ce business tient la route. On se rend compte que on arrive à louer des chambres sans que je sois dans la maison. Donc je casse une croyance limitante. Je me dis ok, ce business ça peut fonctionner. Donc on continue et là on cherche d'autres maisons. C'est vraiment notre facteur limitant. Bon, on finit par trouver une autre maison dans le Var qu'on ouvre 30 jours plus tard, donc le 1er novembre. Et là, honnêtement, c'est un fiasco. Le bien était censé être meublé, je comprends pas en fait. Et littéralement, en fait, l'après-midi, je me retrouvais bloqué parce que je pouvais rien faire comme c'était encore les travaux. Et plus les heures passaient, plus je faisais un mètre de plus dans la maison, plus je découvrais des surprises avec des mégots par terre, l'odeur du tabac froid dans la maison alors qu'elle était très bien quand on l'a visitée. Le fait que la maison, on la loue, c'est des propriétaires qui nous devaient faire des travaux dedans, etc. Et Enzo arrive le jour même pour s'occuper de l'aménagement des locataires. Et quand il arrive, il y a des mégots par terre, la maison, les travaux sont pas finis, c'est vraiment pas prêt, alors que nous, dans notre tête, on s'était mis d'accord avec les propriétaires, tout allait être bien, c'est l'enfer. À l'époque, je documentais tout, donc on avait fait une vidéo même spéciale sur cet emménagement catastrophique. Mais le pire, en fait, c'est que y a des locataires qui arrivent, qui ont l'impression que limite c'est une arnaque. Ils se disent qu'ils sont dans un camp de manouches. Et je les comprends complètement parce qu'il y a du bazar dehors. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a Thibaut, donc, qui arrive vers 14 h et qui se croit sur un camp de manouches. Il croit que c'est une arnaque et tout. Donc là, Enzo, il m'envoie des vocaux, il me dit « Mec, on est en train de tâcher l'image de notre entreprise et tout. » On était désespérés de la situation. En plus, les propriétaires savaient que nos habitants arrivaient à 16h30 et ils sont partis à 16h15. Donc ça vous montre un peu l'envers du décor. En réalité, c'est complètement de notre faute. On aurait dû venir avant, mais on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Donc on ajoute ça dans une fiche où on se dit « Ok, prochaine maison, quand on l'ouvrira, il faudra venir la veille, au moins quelques jours avant, s'assurer que tout va bien, que les travaux sont finis, etc. » Bon les amis, c'est la course, vous voyez, j'ai le coach Freebox juste ici. J'étais avec le service client et la seule chose qui manque, c'est tout simplement que je raccorde la connexion. Sauf que je n'ai toujours pas de mail de confirmation comme quoi la box est branchée. Ce qui fait que j'ai eu le service client après un peu de complications, chose que j'ai faite et maintenant il faut que je monte une épreuve. Vous allez voir où est-ce que je vais me retrouver, c'est dantesque. C'est vraiment les risques du métier qu'on voit en direct live pour faire le raccordement de la box juste ici. Et donc on commence à faire des process comme ça. Je crois que c'est un des premiers process qu'on met entre guillemets dans la boîte et ça a été une des choses les plus importantes. Si je peux vous donner un autre apprentissage, c'est avoir des process dans une entreprise, de savoir quand on fait cette action, ça se déroule comme ça, comme ça, comme ça, et s'y tenir à chaque fois pour pas avoir
de mauvaises surprises comme là, c'est une des meilleures choses à faire. Mais là, cet aménagement se passe pas très bien, même si on arrive à rectifier le tir. Enzo, il aménage toute la maison, ça lui prend des jours et des jours sur place. C'était pas trop ce qui était prévu, mais pas le choix. Et finalement, les gens sont plutôt contents d'être dans cette maison. On arrive à redresser la barre et rectifier le tir. En parallèle, j'ai la super idée d'organiser un événement pour le Nouvel An, comme j'avais fait l'année d'avant pour des entrepreneurs. C'est une très bonne idée, mais là, on a voulu le faire à l'étranger et ça demandait beaucoup d'organisation. Au Maroc, en plus, on s'est dit, ouais, ça va être moins cher, etc. Mais au final, c'était plus compliqué qu'autre chose. On a quand même fait ce Nouvel An, c'était génial. Il y avait plus de 34 personnes, je crois. Mais du coup, sur décembre, on prend surtout le mois pour organiser ça, faire en sorte aussi que les co-living, tout se passe bien dans les maisons. C'était incroyable, j'ai adoré. Parce que je me disais, voilà, c'est sûr que ça va être fou. Mais en fait, je m'imaginais pas à quel point ça allait être fou. C'était incroyable, j'ai trop kiffé. J'ai rencontré des gens vraiment super intéressants. C'était génial. On organise cet événement du Nouvel An, on temporise en décembre, janvier, faire en sorte que tout se passe bien et on ouvre une nouvelle maison en février. Cette fois au Luc en Provence, c'est vraiment une super maison. Il y a 7 ou 8 chambres, quelque chose comme ça. Et chaque chambre a sa salle de bain. Chaque chambre a sa salle de bain ici. Attention. Get. Bon, on vous la fait pas longue parce qu'il y a combien? Il y a 7 chambres en tout. Bon les gars, c'était pas du tout prévu, mais là on a une idée de ouf. En fait, je vous explique. C'est un studio en 2 parties. Donc un petit appartement où là il y a une cuisine et là il y a rien. En gros, il y a un petit salon et là il y a une chambre avec salle de bain. Il se trouve qu'on peut accéder, donc là directement ça peut donner sur l'extérieur. Et revenir à la deep work. Ça revient à la deep work. Ouais, mais ça c'est indépendant, complet. Donc tu peux venir de l'extérieur, venir ici. Et là, on se dit, mais attends, une chambre ici. Là, tu fous une cloison ici. Une Chambre ici. Et on fait une chambre de plus. Il y a même un studio indépendant. La maison est assez moderne et tout. Donc c'est super cool. On arrive à la voir. Pareil, on explique. Donc là, c'est un peu plus facile déjà d'avoir des maisons vu qu'on explique que le business model fonctionne. On montre aux propriétaires. On dit ça fonctionne bien. Les autres propriétaires peuvent nous faire des lettres pour dire bah oui, ils payent bien les loyers, tout se passe bien. Donc c'est plutôt cool. C'est pas encore parfait sur l'installation. Il y a encore des petits trucs qui vont pas, mais on fait beaucoup mieux que l'autre maison vu qu'on s'y est pris une semaine à l'avance. Pareil, on a fait une vidéo où c'est une semaine d'aménagement. On a mis des meubles, etc. Je crois qu'on a investi plus de 10 000 € juste d'aménagement dans cette maison pour qu'il y ait suffisamment de meubles, qu'il y ait des bonnes chaises de bureau, qu'il y ait une grande table pour travailler, etc. La maison est vraiment nickel pour des entrepreneurs. Mais il reste quelques trucs qu'on aurait pu encore faire mieux. Mais c'est cool, on est sur le bon chemin, on apprend. Et cette maison, on l'avait remplie assez vite. Un autre enseignement que je peux partager là, c'est que j'ai toujours fait des vidéos pour documenter ce que je faisais. Et là, en l'occurrence, montrer que des entrepreneurs vivent ensemble, comment ça se passe. Sur YouTube, sur Instagram, ces vidéos, elles donnent envie à des gens. Et c'est pour ça que même un mois à l'avance, je crois que la maison était déjà pleine. On avait déjà toutes les personnes qui allaient vivre dedans et tout. Donc ça, c'était vraiment nickel. C'était pas le facteur limitant, en tout cas, le nombre de clients pour cette activité. Donc voilà, là, on doit avoir 27, 28 chambres, quelque chose comme ça. Ça roule. Bon, un mois plus tard, le 1er mars, on ouvre encore une nouvelle maison, cette fois à côté de chez nous, à Nîmes. Ouais, sinon, je vous ai dit, le 1er mars, il y a un nouveau co-living qui a ouvert. Il est à 10 minutes d'ici. Donc c'est super cool, on va voir les habitants, tout ça. Et cette maison, on la loue à des propriétaires, nous on la sous-loue ensuite. Et ils l'ont aménagée, ils l'ont créé, cet environnement, en vrai, juste pour nous. La maison est neuve. Les propriétaires ont construit cette maison pour nous. En fait, ils ont adapté un petit peu les chambres pour qu'il y ait un nombre de chambres suffisant, l'endroit pour qu'il y ait les gens qui puissent travailler, etc. Pour qu'on puisse tout simplement la louer et qu'on puisse directement la remplir avec des habitants, des co-livers, quoi, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Avant-après, intéressant. Hâte de voir ça. C'est prévu pour quand à peu près? Il y a des travaux de ouf qui ont été faits et maintenant c'est un endroit juste magique, incroyable. Et donc le 1er mars, on a fait l'emménagement avec des nouveaux habitants Image. Mais qu'est-ce que tu fais Enzo là? Je prépare les petites étiquettes. Chambre 1, chambre 2, chambre 3 jusqu'à 7. Pourquoi? Car il y a 7 nouvelles chambres pour EDC. Regarde. Nouveau co-living les amis. Et du coup, on a moins de choses à faire. Il n'y a pas d'aménagement, etc. à prévoir. Donc, ça se passe à peu près bien, même s'il y a quand même quelques soucis. Par exemple, l'électricité qui saute, ce genre de truc qui n'est pas prévu peut-être pour qu'il y ait autant de personnes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà une maison, mais là, on en a 5. Et du coup, à droite, à gauche, il y a toujours une fuite, un machin, un problème.
On arrive relativement bien à le gérer, mais on commence à avoir beaucoup de boulot avec Enzo. On est un petit peu submergé à cette époque-là. En plus, dans toutes nos maisons, il y a des piscines, on doit gérer des prestataires, il y a des femmes de ménage qui passent, des jardiniers, etc. C'est un petit peu dur de tout coordonner, parce que des fois, il y a quelqu'un qui vient pas alors qu'il devait venir, ceci, cela. Et ça crée un petit peu des petites tensions, un électricien qui doit passer, qui fait pas, qui truc. Et ouais, ça crée des petites tensions à droite à gauche, mais en vrai... Encore, pour l'instant, rien d'alarmant. Bon, à cause de ce problème d'électricité, et en plus, une salle de sport qui n'était pas encore installée, qui aurait dû être installée, on prend la décision de faire un geste à des co-livers dans une des maisons, de rembourser une partie des loyers. Et cette décision, ça nous fait perdre les bénéfices qu'on aurait pu faire sur cette maison pendant un mois. Et justement, parlons un petit peu de l'aspect financier de ce business. C'est bien beau, tous ces aménagements, on ouvre des maisons, etc. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème de trésorerie qui est en train d'arriver. On lâche des cautions, des fois de 1 mois, 2 mois de loyer sur des loyers qui sont à 4, 5 000 euros sur certaines maisons. Pour rassurer les propriétaires, on lâche des mois d'avance. Et en plus, il y a tout le temps des aménagements, des travaux à faire qui nous coûtent aussi pas mal d'argent. Alors moi, je prête beaucoup à cette boîte avec l'argent que j'ai pu faire avec mes autres sociétés, mais ça a quand même des limites. Mais on commence à avoir un problème un petit peu de trésorerie parce que y a des maisons qui vont mettre des mois à s'amortir et il faut que tout roule, qu'il n'y ait aucun imprévu parce que sinon ça fout un petit peu nos plans en l'air et il y a toujours des imprévus, on fait des travaux qui nous coûtent trop d'argent sur certaines maisons et c'est pas un business qui nous rapporte vraiment beaucoup de cash à ce moment-là. Moi j'ai un peu mon autre activité à côté, mon autre boîte où voilà, je fais plus de cash flow avec ça, mais c'est pas facile de se payer du coup avec cette boîte à ses débuts, mais voilà, on a la foi, on est motivé et on continue. Bon, on arrive toujours quand même à remplir les maisons et d'ailleurs je mets une seconde chose en place, c'est de la publicité, là, bel apprentissage, pouvoir faire en sorte que ton nombre de clients soit prévisible, enfin le nombre de leads en tout cas que tu récupères soit prévisible. Donc là on apprend avec Enzo à gérer la publicité, on fait des pubs et c'est cool parce que il suffit de mettre un petit peu de budget et on a des personnes qui sont intéressées par notre offre et qui candidatent pour rejoindre des maisons. Autre enseignement que je peux dire avec ça, c'est qu'on a un produit qui intéresse. On a un bon produit, c'est un peu la base d'un business, c'est quel est le produit que tu vends. Mais là, on a un produit qui est cool, les gens sont contents pour un loyer de environ 800 euros, on va dire. Après, ça pouvait monter plus quand il y avait des studios ou être un petit peu moins quand c'était des plus petites chambres. Mais on va dire 700, 800, 900 euros. Pouvoir vivre avec des entrepreneurs dans un bon environnement, que ce soit adapté pour toi. Il y a des personnes qui trouvent que c'est pas cher et ils ont peut-être raison, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Mais bref, on a un produit qui intéresse des gens et c'est un peu la base de tout business. D'ailleurs, je te parle un petit peu de tous ces enseignements depuis tout à l'heure. Je t'ai mis un document dans la description où je te parle des apprentissages que j'ai tirés de ce business qui faisait à peu près 30 000 euros par mois que j'ai choisi d'arrêter. Tu vas découvrir les erreurs que j'aurais pu éviter et que tu peux éviter aussi si aujourd'hui tu lances ton business, comme par exemple savoir dire non, je vais t'en parler juste après. Ou encore, je te partage la timeline exacte que j'aurais aimé avoir pour avancer plus vite et faire les choses différemment. Tu peux récupérer ce document complètement gratuitement, c'est le premier lien en description. Bon, reprenons. Je te disais que la trésorerie c'était compliqué, mais c'est un petit peu normal. Le but de cette boîte, c'était pas d'être une boîte à cash flow, tu génères pas du cash au début, c'est plus une boîte qui va avoir de la valeur avec le temps. Et surtout que c'est une boîte qui est basée sur l'immobilier. Là, on est en train de louer des maisons, mais je me dis à terme, on va les acheter et au lieu de payer 5 000, 4 000 euros par mois à un propriétaire, on pourrait payer 4-5 000 euros par mois à une banque et dans 15 ans, les biens, ils nous appartiennent. C'est ce qui me paraît le plus logique et donc, vu qu'on fait même pas de cash flow avec cette boîte, je me dis autant essayer d'acheter une maison maintenant pour que tous les loyers qu'on donne tous les mois, ils nous soient utiles et qu'à la fin on ait quelque chose qui vaille de la valeur parce que sinon on va jamais gagner d'argent en fait. Moi à partir du mois d'avril, une fois qu'on a ouvert cette 5e maison, moi je décide du coup qu'on va acheter une maison. Donc je me décide de me concentrer sur ça. Je fais plein de visites, c'est pas facile. Donc au bout d'un moment, je me donne une liste de critères. Je veux que la maison rapporte tant par mois, qu'il y ait tant de chambres, 11 chambres minimum, etc. etc. Et j'en trouve une qui correspond à tous ces critères sur Nîmes. Donc justement, c'est pas loin de où on est, enfin un peu à l'extérieur de la ville. Un autre mas un petit peu provençal dans le même style de la maison qu'on a déjà. Je me dis c'est parfait et on avance là-dessus. Donc je vais voir la banque et la banque, notre banque nous dit ouais, il faudrait qu'il y ait le compromis de vente. En fait, ils veulent que ça soit un peu plus concret, cette histoire, pour pouvoir aller plus loin. Et là, je les crois, alors que j'aurais clairement pas dû, j'aurais dû essayer d'avoir plus d'infos, etc., avant même de signer quoi que ce soit. Mais du coup, on va chez le notaire et on signe un compromis de vente. En gros, on s'engage à acheter cette maison. Si on peut pas l'acheter, on va devoir payer comme des pénalités
Bon, après, il y a des clauses dedans, etc. Mais les propriétaires aussi s'engagent à la vendre qu'à nous. Et donc là, on a jusqu'au 21 juin pour acheter la maison. Donc je décide de m'activer clairement, je vais voir la banque. Et la banque nous dit à l'oral, ouais, bon bah, si vous avez 150 000 € d'apport pour cette maison qui valait en tout avec les travaux, on voulait 750, et ben c'est bon. Il faut juste que vous fassiez tel document, voilà. Donc là, je fais un prévisionnel financier, etc., tous les trucs que les banques ont besoin. Et là, un autre enseignement, bon, là, clairement, j'ai pas assez d'expérience en immobilier à ce moment-là, j'ai jamais acheté de bien et j'aurais jamais dû écouter la banque et faire ça aussi rapidement, mais bref, ça, je le saurai que plus tard. Bon, en parallèle, Enzo gère l'activité et c'est beaucoup de travail. Il y a 34 champs maintenant, 5 co-living à gérer. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je me rappelle qu'au mois de juin, on a même fermé une maison parce qu'on voulait faire des travaux sous les tapisseries. Je crois que c'était un peu les murs, il y avait de l'eau qui passait, etc. On a enlevé les tapisseries dessous. Enfin, c'est Enzo qui est allé sur place. Dessous, c'était complètement moisi. On a dû rendre la maison. On s'est dit qu'on ne faisait pas vivre les co-livers ce mois-ci. Donc, on a trouvé des solutions pour qu'ils puissent aller ailleurs, etc. Ceux qui voulaient. C'est le début de l'été. Il y a les piscines à relancer. Donc, il faut faire passer des piscinistes, etc. sur les maisons. Il y a donc maintenant, comme les 5 maisons sont assez loin, toutes, il y a 5 femmes de ménage à gérer, il y a plusieurs types de prestataires, des artisans, etc. Ça commence à faire pas mal d'humains. C'est un business avec plein d'humains dans tous les sens. Et là, je dirais qu'on a été trop gentil. C'est un enseignement que j'aurais à tirer aussi. On a dit oui à trop de personnes pour des aménagements, des choses qu'on ne pouvait pas vraiment se permettre. Ok, il y avait un certain standing dans nos co-living, parce que c'était quand même des belles maisons, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû rajouter, encore faire des aménagements, ce genre de choses. Mais bon, on dit oui un peu quand les gens nous suggèrent d'améliorer d'une manière ou d'une autre les maisons. Mais du coup, c'est vrai qu'on est un peu sous l'eau. J'insiste sur le fait d'apprendre à dire non, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu embêtantes quand même sur certains co-living. Et au lieu de se dire, on les vire, comme ça on est débarrassé, qu'on a eu comme discussion aussi à cette époque avec Enzo, on est plutôt parti sur la solution de dire, allez, on dit oui à ces personnes-là pour faire tel aménagement, pour faire tel truc, et comme ça, après, c'est des personnes qui nous embêteront plus par le futur. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, si tu dis oui à quelqu'un au début, après, il va s'habituer à ça et demander toujours plus. Et donc, ouais, je pense que là, on n'a pas bien géré certaines situations avec des personnes qui en demandaient un petit peu trop par rapport aux services qu'on proposait. Donc, voilà. Ça paraît un petit peu négatif quand je dis ça, mais il faut savoir que la grande majorité là, des gens qui vivent chez nous sont extrêmement contents et encore plus aux masses de parents. Donc ça, c'est la maison à Nîmes où nous, on vit avec Enzo. Il y a 9 entrepreneurs qui vivent et c'est vraiment génial. Il y a une bête d'énergie, les gens sont trop contents, bossent à fond. Il y a la salle de coworking où ça travaille, il y a une salle pour enregistrer des podcasts si on veut, filmer des vidéos, etc. On essaye de répercuter un peu cette énergie dans les autres maisons et dans les autres maisons aussi, chacun fait sa petite vie. C'est comme si c'était des petites familles qui se créent. Il y a des connexions de ouf qui se créent avec les gens, il y en a qui s'associent, qui travaillent ensemble. Les gens font du sport ensemble, enfin en vrai c'est vraiment génial, le produit qu'on vend est vraiment cool et les gens sont contents de vivre dans nos maisons et on se rend compte qu'il y a vraiment de la valeur à rencontrer des entrepreneurs comme ça, vivre avec et tout. Du coup on organise même des journées où on réunit tous les co-living, donc ça on l'a fait plusieurs fois, on est allé à la mer ou on est au resto, des trucs comme ça pour réunir les gens de tous les co-living et qu'on se retrouve à un endroit. Donc voilà, on rajoute encore plus de valeur à ce qu'on propose, c'est vraiment chouette et les gens sont heureux de vivre en communauté. Quelle belle journée, mais quelle belle journée. Brillante, hein. Incroyable. Ça a bien chill, on a bien rien fait. Ça faisait longtemps. C'est un travail de rien faire. Ah, c'était pas facile des fois pour moi. Ouais, non, J'ai réussi avec des bravo. Bon, en juin, on commence à se rapprocher de la deadline pour acheter la maison et la banque m'avait dit oui, voilà, si vous amenez l'argent, c'est bon. Donc là, j'élabore un petit peu un plan pour lever de l'argent parce qu'on n'a pas les 150 000 € et je parle d'une levée de fonds à la communauté, aux personnes qui nous suivent et je prends plein d'appels, il y a des personnes qui sont prêtes à investir 10 000, 20 000, 30 000 €. J'arrive à réunir pratiquement ces 150 000 €. Alors les gens ne font pas les virements parce que tout est un peu en attente. On est en train de créer une nouvelle société pour acheter ce nouveau bien. Et je donne rendez-vous aux gens le mardi, je me rappelle c'était un mardi, je dis ce mardi-là, il y aura le compte bancaire et vous pourrez faire les virements, on fera les contrats, je fais des contrats, etc., des trucs vraiment carrés pour que les gens qui investissent puissent avoir des parts de cette nouvelle société qu'on crée et qui puissent être propriétaires d'une partie, en gros, de cette nouvelle maison. Là, avec Enzo, je me rappelle qu'on lock-in quelques jours, on loue un petit Airbnb pour être, on dit que c'est le Facebook mode, on se met à fond, on fait que bosser toute la journée, on règle les problèmes, on met des process en place sur les maisons pour pas qu'il y ait d'autres problèmes et qu'on puisse recruter quand par exemple une femme de ménage n'est pas là, bam, qu'il y ait des process dans tous les sens, quand un co-liver veut ci, veut ça,
que tout soit vraiment carré. Donc je me rappelle, là, on passe vraiment un cap en termes de process, c'est vraiment cool. Et moi, je m'occupe de créer cette nouvelle boîte pour acheter la maison, etc., etc. Les amis, on va vous présenter ce qu'on a à faire cette semaine. Domino. Des actions domino, pardon. Ouais. Alors, Par contre, on commence dans l'ordre. bon, alors ça, c'est deux trucs qui sont en mode important. Limite, on pourrait avoir que ça cette semaine, ça suffit. Ça prendrait la semaine. Il faut lever 150 000 €, créer une SCI et voir comment on rémunère les investisseurs. Et à force de courir un peu dans tous les sens, j'avais un petit peu délaissé la banque, que je retourne voir. Et en fait, je leur explique qu'on est sur le point d'avoir les fonds et tout. Et c'est comme si, pour eux, je pense qu'ils n'auraient pas pensé qu'on arriverait à réunir l'argent, etc. Et ils nous avaient dit ça un peu pour se débarrasser de nous, en mode oui, je vous amener l'apport et puis après le reste, ça ira. Et même si je présente tous les documents, etc., la banque nous explique en fait que finalement ça va être compliqué. Donc là, c'est un peu alerte générale, je vais voir plein d'autres banques. Et il y en a qui nous disent oui, qui sont intéressés, je fais des deuxièmes rendez-vous, etc. Mais j'arrive pas à trouver un banquier qui nous suit et c'est bien dommage parce qu'on était vraiment pas loin d'acheter cette maison. La deadline arrive et malheureusement, les propriétaires en face sont vraiment très très impatients. Ils m'appellent pratiquement tous les jours, ils sont inquiets, ils veulent mettre fin entre guillemets à cet engagement qu'ils avaient. Et c'est dommage parce que si on avait réussi, je pense, à repousser la possibilité d'acheter cette maison, peut-être que ça aurait pu se faire, mais là il y a la deadline du 21 juin qui arrive et on n'a rien, donc je leur donne les refus des banques pour pas avoir d'amende entre guillemets à payer et je leur donne les refus des banques qui disent que non, elles veulent pas nous prêter et du coup on laisse tomber l'affaire. Bon, là j'ai besoin de souffler un peu, c'était dur, c'est une forme d'échec en fait de pas avoir réussi à acheter cette maison. Et donc j'ai une opportunité pour aller en Thaïlande, je pars 2 semaines à la base, je sais pas, ça devait être fin juin. Et du coup, ça me permet de prendre un petit peu de recul. On se rend compte avec Enzo que pour pouvoir scaler après la boîte, il va falloir qu'on recrute dès maintenant quelqu'un pour pouvoir s'occuper de tous les co-livers, tous les habitants qu'on a, parce qu'on voit que la relation client, c'est hyper important, mais qu'on peut pas, Enzo, il peut pas passer son temps à répondre à des gens qui ont des soucis à droite, à gauche. Donc, on emploie Morgane en CDI, vraiment full-time, etc., pour s'occuper du customer care. Et ça se passe trop bien. C'est une trop bonne expérience. Morgane, en plus, c'est quelqu'un de plus mature en termes d'âge par rapport à nous, donc a un peu plus d'expérience de vie, quoi, techniquement. Et ça se passe trop bien. Les gens sont contents qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça. Et donc là, Morgane, elle arrive. C'est vraiment super. C'est une très bonne expérience de rajouter quelqu'un comme ça dans la boîte. Elle fait un petit audit. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui sont pas contents sur des choses qui devaient être faites, des travaux, des trucs. Et en fait, on n'arrivait pas à tout gérer. Donc là, c'est le but justement que Morgane nous rejoigne pour ça. Et les choses se mettent en place petit à petit. Moi, je suis encore en Thaïlande et au bout de 2 semaines, je décide de prolonger mon voyage là-bas de 2 semaines de plus parce que je peux travailler à distance et j'ai pas vraiment envie, je me rends compte que j'ai pas vraiment envie de revenir pour taffer là sur la boîte. On est en train de constamment résoudre des problèmes. Ça me saoule un peu, je me rends compte que je me sens limité en fait parce que j'ai pas réussi à acheter cette maison. Il y a plein de problèmes à résoudre, donc on peut pas encore ouvrir de nouvelles maisons, avancer, développer. Il faut s'occuper de ce qu'on a, ce qui est bien, hein, c'est le plus important, là, que les gens soient contents. On met vraiment la priorité sur ça. Mais je me sens assez limité dans ma phase de développement, de scaling sur cette boîte. Donc je cherche des solutions, je me dis peut-être avoir des investisseurs qui rentreraient sur la boîte pour qu'on ait plus de cash, faire les choses différemment. Donc voilà, on cherche un petit peu des options. Mais je me rends compte que les problèmes que j'ai à résoudre, c'est pas les problèmes que j'ai envie de résoudre. Et quand je suis en Thaïlande, j'ai un peu cette révélation de là ça me saoule, j'essaye de m'échapper un peu sur d'autres projets, j'ai mon autre boîte à côté, c'est Lofat où je fais de la formation, du coaching, etc. J'ai plus limite envie de travailler sur ça. Je me rends compte que EDC ça m'ennuie un petit peu parce que tu sais l'IMO c'est long, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup d'humains et moi si justement j'avais arrêté mon premier business dans l'événementiel où j'organisais des séminaires semaine après semaine, c'est parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir les problèmes qu'il y a quand on travaille avec des humains. Tu vois si t'es entrepreneur, tu sais ce que je veux dire. Et c'est pour ça que c'était Enzo qui s'occupait de cette partie-là. Mais là, du coup, je me rends compte que ça me saoule un petit peu. Et je suis frustré de ne pas pouvoir développer cette boîte comme elle aurait le potentiel d'être développée. Bref, je finis par rentrer de Thaïlande à la fin du mois de juillet et j'ai une escale, je sais plus où, en Arabie Saoudite, je crois. Et à l'aéroport, je travaille et là, j'apprends que des locataires nous ont mis une mise en demeure. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait une sorte de menace, comme quoi ils allaient nous attaquer en justice si on leur donnait pas une certaine somme d'argent pour des problèmes qu'il y avait dans un co-living.
Donc là, je vous avoue que je tombe un petit peu de haut quand j'arrive en France. Du coup, j'ouvre un courrier et c'est là que je découvre, voilà, qui nous demande de l'argent, des dommages et intérêts. Mais bon, je vais pas m'étaler dessus. Je pense que certains font ça dans le co-living pour récupérer de l'argent avant de quitter la maison. D'autres ont des vraies raisons et estiment que c'est vraiment juste de devoir nous demander ces sommes-là. Bref, je vais pas faire des dramas, je vais pas dire des noms. J'ai pas besoin là d'expliquer sur YouTube les détails de l'histoire, mais honnêtement, moi, en tout cas, je suis abattu de ce qui est en train de se passer et Enzo aussi. Ce projet, oui, c'est notre entreprise, c'est notre projet, à la fin, on va gagner de l'argent et tout, mais en vrai, on le fait aussi parce que ça aide des entrepreneurs de vivre ensemble. Moi, je sais ce que c'était d'être seul dans mes projets et tout, donc en fait, il y a une vraie démarche de vouloir aider avec ce projet. Et en fait, moi, je ressens pas énormément de reconnaissance de ce que je fais, mais enfin, tu vois, après c'est normal, tu vois, t'es entrepreneur, t'es pas là pour, les gens sont pas là pour te remercier, tu vois, tu fais ton job, tu gagnes tes sous et tu donnes un service en échange, c'est normal. Mais en fait, par rapport à tous les problèmes qu'il y a à gérer et le peu de reconnaissance qu'il y a en échange et le peu d'argent aussi que ça génère, bah moi j'ai plus envie de continuer. Bon, en parallèle, on est en train de résoudre les problèmes, la mise en demeure de l'attaque qu'on a reçue, on donne de l'argent à des gens pour pas qu'ils nous attaquent dû à un problème d'eau dont on n'était même pas au courant. Enfin bref, je me sens de plus en plus limité, contraint dans cette boîte et le 21 juillet 2025, à la même table sur laquelle avec Enzo on s'était associé un an plus tôt, je lui dis que j'ai besoin de lui parler et que j'ai envie d'arrêter. Ça me fait peur. Mec, ça fait peur, c'est la bonne chose à faire. En fait, tu peux vivre ici encore, c'est bien. Arrêtez, moi, ça me fait peur, ça. Le poids des responsabilités, mec. Là, il pèse sur mes épaules. Là, tout à l'heure, gros, je sentais. Quelques jours plus tard, on est dans la voiture avec Enzo et on officialise cette décision. On va fermer les co-living. Pas assez de cash flow, plein de problèmes avec ce business à gérer qu'on n'a plus forcément envie de gérer. Et donc, un manque d'alignement fait qu'on prend cette décision. Alors là, on est allé voir Morgane, avec qui on bossait depuis seulement 2 mois pour lui annoncer la nouvelle. Bon, là, on va voir Morgane. On est en CDI depuis 1 mois. Ça fait en réalité 2 mois qu'elle travaille pour nous. Elle a fait 1 mois en freelance. Ensuite, on a passé sur un CDI. On avait la vision long terme, etc. Le retournement de situation, t'as peur. Hein. Ouais. Bon, c'est assez précipité, mais du coup, on annonce la nouvelle aux propriétaires des maisons ainsi qu'aux co-livers. Et même si je souris là sur les vidéos que vous venez voir, en vrai, je suis pas très bien pendant plusieurs jours. Enzo non plus. Et en vrai, moi, ça m'embête vraiment de me séparer de cette boîte dans laquelle j'avais beaucoup d'espoir. Mais je sens que c'est un mal pour un bien. Ah là là. Bon. Et ben aujourd'hui, Enzo a gardé la maison de Nîmes. C'est un havre de paix cet endroit, c'est la première maison du coup que j'avais louée en mai 2024 pour vivre avec des entrepreneurs. Il y a 8 personnes qui vivent là. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre parce qu'il y a vraiment une bête d'énergie, même si on le partage moins du coup sur les réseaux sociaux, que moi en plus j'y suis plus. Il y a des super belles personnes qui font du business, qui travaillent ensemble, qui font du sport ensemble, qui bossent ensemble sur chacun leur projet et c'est vraiment cool. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Là, je sais que c'est plein en ce moment forcément vu qu'on n'a plus d'autres chambres, mais n'hésitez pas à candidater, je vous laisse le lien juste en dessous. Et donc moi, une fois qu'on a rendu toutes les maisons en septembre, j'ai commencé à travailler sur d'autres projets. J'avais ma boîte toujours à côté, Cellofat, sur laquelle je fais de la création de contenu, ça peut être quelques partenariats avec des marques, mais plutôt de la formation, du coaching, ce genre de choses. J'ai bien repris et j'ai aussi attiré beaucoup d'opportunités vu que j'ai du temps disponible. Je me suis soit associé, soit lancé avec pratiquement sur 7 business. Donc là, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot, je suis dans une phase intense de travail et ça me plaît et je me sens vraiment bien de travailler sur plusieurs projets en réalité. En tout cas, ça me stimule beaucoup de ne pas avoir qu'une seule chose à faire et pas avoir qu'une seule boîte où il y a un peu une routine qui se met en place, etc. Là, je kiffe être sur plein de projets à la fois. Bon, j'ai tiré beaucoup d'apprentissage de tout ça et une des choses, c'est la métrique maintenant que je vais suivre, qui est celle du cash flow. Parce que je pense vraiment qu'avant de faire ses premiers, pas ses premiers millions, mais ouais, peut-être son premier million, la chose à laquelle tu dois réfléchir, je pense, c'est vraiment argent, cash sur ton compte bancaire. Je pense que j'ai compris la vraie timeline à avoir pour faire du business et monter plusieurs entreprises, se concentrer dans un premier temps sur justement l'argent, monter en compétences, le réseau et derrière, pourquoi pas faire des projets plus complexes, c'est complètement possible, mais faut faire chaque chose en son temps.
Je te laisse aller récupérer en description un document, si tu veux, récapitulatif de tous les apprentissages que personne t'enseigne et la timeline idéale que j'aurais faite si je devais aujourd'hui repartir de zéro. Donc tu peux gagner beaucoup de temps et de l'argent à récupérer ce document que je t'offre, donc je te laisse aller voir ça. Bon, EDC, c'est quand même pas fini parce que déjà il y a des gens qui ont été intéressés suite à ces annonces que j'ai fait d'arrêter de racheter. Donc il y a des choses encore en discussion de plus ou moins loin parce qu'on a quand même des process, une base de lead, une image de marque, etc. autour de ce mode de vie et je pense que c'est quelque chose qui va être en pleine explosion dans les prochaines années. Donc il y a ça en discussion. Mais surtout, moi, mon rêve à terme, j'en parle souvent dans des vidéos sur les réseaux et tout, c'est de créer un village d'entrepreneurs avec un mode de vie un peu alternatif, une école pour nos enfants un petit peu différente. Et ça, c'est quelque chose qui est en moi, que je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça et je pense que je lâcherai pas ce rêve-là. Donc je te laisse, si tu veux, aussi une vidéo en description où j'explique un peu toute la vision de ce village, où voilà, on entreprend des belles choses et où la vie est belle. Mais en attendant, c'est un petit peu prématuré. Donc c'est pas le projet pour tout de suite, mais cette idée de faire vivre des gens ensemble et de créer ce genre d'écosystème, d'endroits, je sais que ça se fera à terme et je pense qu'au lieu de mettre des co-living un peu partout dans toute la France, comme ce qu'on allait faire, ça sera réuni dans un petit endroit et sûrement en France. On en reparlera dans quelques années. Bon, on arrive au terme de cette vidéo et j'aimerais dire un énorme merci, un très très grand merci à mon associé Enzo, avec qui on a vécu cette incroyable aventure. Pareil pour les propriétaires des maisons qui nous ont fait confiance, les prestataires qui ont travaillé sur nos maisons, tous les amis entrepreneurs que je me suis fait avec ce projet et aussi tous les co-livers qui ont vécu chez nous. Franchement, beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui ont contribué à ce projet parce que c'était une aventure juste folle et je sais qu'il y a d'énormes liens qui ont été créés avec des personnes qui dureront jusqu'à la fin de leur vie et rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup et ça a énormément de valeur tout ce qui a été créé. Et moi, je profite de cette vidéo qui a fait le point et où je vous ai raconté toute cette aventure pour tourner une nouvelle page et écrire un nouveau chapitre de ma vie. Après 5 ans, avec le même pseudo, Cellofat, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça a plus beaucoup de sens pour moi et je vais relancer cette chaîne et me renommer avec quelque chose qui me va beaucoup plus. Donc bienvenue à tous sur la chaîne du multipreneur. Let's go!